3, 2, 1. Et ben, je suis encore là. Merci à tous de me rejoindre. Sabine, Bertrand, Nicolas. Je vais quelques secondes vous donner la parole pour que vous présentiez déjà. Et puis après, on va pouvoir débattre et faire en sorte que je parle un peu moins. Mais d'abord, je vais faire une petite intro quand même. Pourquoi je vous reçois aujourd'hui. Vous le savez peut-être ou pas, enfin je crois que toi oui, parce qu'on se connaissait déjà à l'époque, mais à l'Axel, j'y suis depuis un paquet de temps. Et en 2012, j'ai travaillé sur le livre vert de la Commission européenne pour travailler sur ce qu'allait devenir la PSD2. Et à l'époque, c'était plein de grandes ambitions. À l'Axel, d'ailleurs, nous, ça nous avait fait bien voir le mur de ce que c'est de travailler en collaboration avec tout le monde, parce que va essayer de faire une réponse coordonnée d'une association qui réunit dans son même conseil d'administration PayPal, LGUE, carte bancaire. Et tu vas voir que c'était sympathique comme exercice. C'est de là que datent mes cheveux blancs, pour ceux qui se posaient la question. Mais ceci dit, il y avait plein d'envies. On se rappelait comment c'était dur à l'époque de vouloir faire... Parce qu'il y avait déjà des offres de paiement en France. Il y avait déjà des acteurs qui avaient lancé des petites choses sur les cartes routières, sur des choses de remboursement, etc. Mais ça galérait, les agréments précédents et les textes précédents avec la DME, etc. Et donc, cette PSD faisait rêver de plein de choses. Et puis, entre autres, on a beaucoup parlé de banque as a service, de finance as a service, etc. On a beaucoup parlé de nouvelles offres et de plein de nouveaux parcours qui pourraient aider. Et puis voilà, on est en 2023. Moi, j'ai vu passer plein de nouveaux acteurs, ça c'est sûr. Puis avec mon métier du PFF, moi, un peu comme vous, en vendeur de pelles et de pioches à l'écosystème, j'ai aussi travaillé dans ce domaine. Mais je ne suis pas sûr, et c'est de ça dont on pourra aussi parler, qu'il y ait eu cette révolution des usages vus des clients finaux. Même s'il y a eu une révolution certaine dans les acteurs financiers sur comment ils utilisent vos services parfois, ou vous utilisez les uns les autres. Et puis là, tout d'un coup, on se réveille, depuis quelques mois déjà, c'est pas nouveau, mais on parle de PSD, de nouveaux acronymes. PSD3, alors que moi, on me disait encore il n'y a pas longtemps que la 2 était toujours pas bien mise en place, et on parle de la 3. PSR, bon, on en reviendra, donc Payment Service Regulation. FIDAS, pour les données des services financiers. Puis alors, bon, comme je suis peut-être comme vous, j'ai un peu autre chose à faire que de lire les textes de Bruxelles. Quand je prépare l'émission, je vais les regarder. Et je me dis, il y a quand même beaucoup de choses. Des trucs qui paraissent un peu fous, des trucs qui paraissent donner plein d'opportunités. Et ben, j'avais envie d'en parler avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi, donc c'est pour ça que vous êtes là, pour savoir si on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut attendre entre espoir et résignation, je ne sais pas. Et donc, pour parler de tout ça, d'abord, je veux savoir qui vous êtes, donc on va peut-être commencer par Sabine. Je vais te laisser te présenter, et puis présenter qui est Ocali. Et puis on fera pareil avec chacun d'entre vous, messieurs. Prends 1 ou 2 minutes. On ne connaît pas bien vos entreprises. Donc, moi, je suis Sabine Filias et je suis la dirigeante d'Ocali. Ocali, c'est un acteur de la banque as a service. On est depuis 18 mois une filiale du groupe Crédit Agricole, mais Ocali était autrefois SFPMEI, donc c'est une vieille maison qui a un peu plus de 20 ans, parce que ça a été créé en 1999 à l'origine pour porter Monéo. Et c'est, on va dire, un acteur historique de ce métier de la banque as a service, c'est-à-dire notre métier, c'est de permettre à des gens pas régulés de pouvoir lancer des services régulés, donc principalement des programmes cartes, des programmes de compte de paiement, sans eux-mêmes avoir à porter la lourdeur de devoir être régulés directement auprès de la CPR, de devoir porter toute cette contrainte réglementaire et devoir également porter les fonds propres qui sont nécessaires pour pouvoir être agréés. Voilà, donc aujourd'hui, on est l'acteur de banque as a service qui est derrière des fintechs comme Spendesk, comme Blanc, comme Unilend ou Card, donc des néobanques ou des sociétés qui font de l'encaissement pour compte de tiers. Et on a une spécificité sur le marché, c'est qu'on ne fait que la partie régulée. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs de la banque as a service font 2 métiers. D'un côté, ils proposent un core banking system, donc c'est la technologie qui permet de mouvementer, on va dire, des comptes. Et de l'autre, toute cette partie régulée dont je vous parlais, c'est-à-dire le fait d'avoir le droit d'émettre des cartes, d'émettre des comptes avec des IBAN. Et nous, on a choisi de se spécialiser sur cette partie régulée, parce que les 2 métiers sont différents. Et finalement, il y a aussi sur le marché beaucoup d'acteurs du core banking system, ce qui permet à nos agents de pouvoir choisir avec quel acteur ils ont envie de travailler. Est-ce qu'ils ont envie de travailler
avec un Bankable, avec un Skelett, avec un Mambu, avec un Toom. Nous, on est agnostique et donc on leur permet de reconstruire leur chaîne de valeur du paiement comme ils le souhaitent en fonction de leurs besoins qui sont spécifiques. C'est pas la même chose si vous montez une néobanque pour les indépendants comme Blanc ou si vous voulez, comme Spendesk, gérer des programmes de cartes intelligentes qui permettent de gérer les dépenses professionnelles de leurs salariés ou si vous faites de l'encaissement pour compte de tiers. Et donc comme ça, on leur permet de choisir, de monter en kit leur banque as a service. C'est ce qu'on permet à nos agents. Et nous, on se focalise sur la partie régulation. Et donc, tout ce qui est la partie comment on fait les KYC, comment on est bien conforme à la régulation, comment on gère la fraude. Et on fait un seul métier, on le fait bien. Merci. Bon, on va rester un peu sur ces métiers-là et j'enchaîne sur Nicolas. À toi. Qui es-tu, Nicolas? Alors, qui je suis? Écoute, Sabine, elle fait une plateforme de banking as a service avec Ocali. Et donc, moi, je suis Nicolas Benedi. Je suis le CEO de Swan. Et chez Swan, on fait une plateforme de banking as a service aussi. Quelle surprise. Quelle surprise. Un peu différente quand même aussi. Ouais, exactement. Peut-être pour donner une image de la différence qu'on peut avoir avec Ocali. On va dire que pour avoir une voiture, il faut une carrosserie, il faut un moteur. Pas si vous faites la carrosserie ou le moteur, mais il faut le micro quand même. Il faut que vous vous associez, soit vous êtes le moteur, il faut que vous vous associez avec un carrossier. Nous, on vend des voitures, on vend une plateforme de banking et service où il y a tout l'aspect licence, agrément, tout l'aspect conformité, on fait, et l'aspect plateforme technologique, connexion à Visa, à Mastercard. Connexion. Je vais me faire engueuler, c'est terrible. Connexion au réseau, c'est pas tout ça, on le fait en fait nous-mêmes. Et en fait, l'idée qu'on avait quand on a lancé Swan, et c'était un petit peu un besoin qu'on avait nous-mêmes, donc avant de monter cette boîte, c'était de se dire voilà, je suis développeur et puis j'ai une idée de fintech pendant la nuit et finalement je suis bidouilleur, je viens sur la plateforme de Swan et tout est disponible. On a une documentation qui est libre, on a même un pricing qui est toujours le Stripe Neobank quoi. Exactement, vraiment quelque chose de très simple. Il y aurait le petit truc là, Linux là. Et voilà. Et donc le matin, l'idée c'est que le développeur il peut se réveiller et aller acheter un croissant avec une carte qu'il a émise lui-même pendant la nuit. Ça doit pas prendre plus de 5 minutes pour commencer à travailler avec. J'ai déjà envie de réagir à vous deux, mais je vais pas le faire. Je vais attendre que Bertrand se présente. Du coup, Bertrand Janet, moi je suis CEO de Powens, Budget Insight pour ceux qui nous connaissent sous l'ancien nom. Nous, on est un acteur historique parce que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur l'open banking. On a commencé sur le scrapping parce que la DSP2 n'était pas là. On était heureux, on vivait dans un monde peu régulé en tout cas. Donc voilà, on a commencé sur le scrapping pour aller récupérer les données et développer des robots qui allaient récupérer les données sur les espaces de banque en ligne de vous et moi. On a développé pas mal d'usages là-dessus. Est arrivée la DSP2 dont on va reparler parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. On a été un peu échaudé par cette période-là. Donc là, on voit la PSD3 comme un deuxième mur qui arrive. On aimerait tirer les leçons de la DSP2. Aujourd'hui, donc, on a à peu près 260 clients en Europe, avec un besoin qui était d'horizontaliser le coverage comme beaucoup d'acteurs de l'open banking, et maintenant un besoin aussi de verticaliser l'offre. Et donc, c'est ce pourquoi on a acquis récemment la société Unax qui développe un BaaS aussi. Donc voilà, j'arrive autour de la table avec Swan et Ocali pour verticaliser notre offre. On voit bien qu'on a pas mal de clients en commun, notamment avec Swan, et ça fait du sens pour nos clients d'avoir une gamme complète de services financiers à leur disposition parce que c'est bien de fournir des pelles et des pioches, mais on a envie de fournir autre chose. Ça reste des pelles et des pioches, voilà. C'est juste une autre gamme de pelles, mais in fine, tu fournis des outils pour ceux qui après en fournissent aussi. D'ailleurs, en tout cas, on va en fournir un peu plus. Donc voilà. Donc là, jardin de s'agrandir. Exactement. C'est marrant parce que tu cites ça, mais on parle de core banking system, on a entendu ça, on parle d'open banking, on parle de banking as a service, plateforme, et dans les trois cas, c'est des API bancaires, mais c'est pas les mêmes. Voilà. Ouais. Mais alors, je vais quand même, juste pour mettre les pieds dans le plat, une des choses que je fais régulièrement, vous le savez, je suis pas journaliste, moi je viens de votre métier, j'ai participé à créer des établissements comme les vôtres, on se connaît avec Nicolas, et ça m'énerve, que je le vois, il a pas de cheveux blancs, on est copains de promo, et c'est insultant, on fait quelque chose, je sais pas. Il y a quand même des petites choses qu'on voit au fil du temps, c'est-à-dire que vous êtes nombreux à proposer ces services-là
et à gagner de l'argent, soit avec des VC, soit pour l'instant, parce que vous n'êtes pas à l'équilibre complètement pour certains. Quand je dis vous, c'est le marché en général. Et puis avoir proposé les mêmes pitchs, par exemple, quand tu me dis en 3 lignes de code et en 5 minutes, j'ai invité au moins, je sais pas moi, 5 fois Nigel Verdon de Railsbank, qui me disait la même chose de 2016 à 2020 jusqu'à ne plus exister. Donc à un moment, peut-être que lui a fait des bêtises, hein. C'est un autre sujet, mais c'est pas le seul à s'être effondré sur ces marchés-là. Tu vois, lui, on pourrait dire, c'est lui, il a déconné, etc. Mais c'est compliqué, votre marché. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'aujourd'hui, en 2023, sur ce marché-là, on est encore dans une phase à expliquer, à grandir? Alors, tu as fait une super levée de fonds et ça prouve que tu as un modèle qui plaît dans ce marché qui est quand même pas facile. Donc, cette levée prouve qu'il y a quelque chose. Tu fais sans doute partie de ceux qui peut-être surnager, mais n'empêche que le marché est difficile. Que ça fait longtemps qu'on a des acteurs, c'est peut-être pas les mêmes, hein, mais j'avais des panels Banque as a Service en 2016 à Bercy sur le Paris FinTech Forum. Donc, pourquoi c'est si long? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est que la régule PSD2 ou c'est autre chose? Enfin, voilà. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Aujourd'hui, notre business model a fondamentalement changé depuis 1 an avec l'augmentation des taux. Donc aujourd'hui, nos business models deviennent fondamentalement rentables. Je veux dire un peu quoi qu'on y fasse, parce que les encours de ce qui est différent entre une banque et un établissement de monnaie électronique, une banque peut faire de la transformation avec l'argent de ses clients. Un émetteur de monnaie électronique, l'argent de ses clients est cantonné. On n'a pas le droit de jouer avec, c'est l'argent de nos clients. Il est d'ailleurs du coup extrêmement sécurisé. Quand on peut lire, par exemple dans la presse, dire « Ah, attention, tel acteur risque de faire faillite, l'argent des clients est en danger », non, pas du tout, puisque l'argent il est cantonné dans un établissement de crédit, donc aucun problème. Mais du coup, cet argent, il est rémunéré. Et donc, toi, tu prends un bout de cette rémunération? On prend toute la rémunération, puisqu'on est l'acteur régulé. Après, la question, c'est... Est-ce qu'on en donne un peu? C'est comment se passe la répartition avec ces agents qui eux-mêmes peuvent aussi vouloir la donner à leurs clients finaux. Mais dans tous les cas, le business model de la banque as a service, pour tous les acteurs régulés et émetteurs de monnaie électronique, a fondamentalement changé. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme qui fait que c'est rentable. Donc, quand il reposait que sur l'interchange, c'était compliqué, quoi. Ouais, alors moi, je dirais pas que effectivement, c'est un super revenu supplémentaire à nos business models, mais on avait une trajectoire vers la rentabilité sans ça. Et ce qui fait que nous, on a pu être différents d'autres acteurs que tu as pu citer avant. Effectivement, tout le monde dit qu'il est simple, tout le monde dit qu'il est super 3 lignes de code, j'ai sécurisé. Voilà. Écoute, moi, ça me fait penser un peu au business de la voiture au début du XXe siècle. Tout le monde comprenait que c'était un gros business, la voiture. Il y avait plus de 100 marques en France qui faisaient des voitures. Bon, au final, 10 ans après, 20 ans après, il n'y en a plus que 5. Et puis, 100 ans après, il n'y en a plus que 2, quoi. Donc, en fait, les acteurs qui gagnent à la fin, c'est ceux qui sont le mieux organisés, c'est ceux qui fournissent un service de la meilleure qualité, ceux qui sont le plus industrialisés. Et voilà. Et nous, on a choisi un chemin parmi d'autres. Finalement, on est un petit peu comme Ford en 1920. Si tu veux travailler à l'époque, si tu pouvais choisir la couleur de ta Ford, si c'était noir, et nous, c'est un peu la même chose. On est à la fois très simple et on a beaucoup de contraintes. Et finalement, c'est des contraintes qui simplifient, qui enlèvent beaucoup de choix à nos clients. On a fait beaucoup de choix pour nos clients. Ils n'ont pas à choisir entre Visa et Mastercard, c'est Mastercard. Mais c'est un... Là, tu essaies de te rattraper pour tout à l'heure, on est d'accord. Ouais. Et donc voilà, c'est ça qui a fait qu'on a c'est un peu ce que disait Sabine tout à l'heure, c'est que toi, tu fournis la carrosserie, donc il faut la prendre comme elle est, quoi. Exactement. Alors que Sabine laisse le choix quand même du carrossier. C'est pour ça qu'on n'est Exactement. pas directement concurrents. En fait, on n'est pas vraiment sur la même cible de clients. Dans un cas, les clients Après, ils ont besoin d'un tout-en-un beaucoup savoir, plus facile. Et chez Ocali, on a plutôt des clients un peu plus matures qui sont souvent des néobanques, qui sont peut-être déjà passés par une banque as a service tout en un et qui ont envie de récupérer une partie qu'on pourrait appeler de souveraineté, c'est-à-dire d'avoir une meilleure maîtrise dans leur chaîne de valeur et d'ailleurs pour pouvoir à terme changer les briques, que ce soit changer de CBS, s'ils considèrent au bout de 5 ans que leur CBS, c'est un peu ce qui se passe dans le logiciel, une boîte elle va être super bonne en technologie pendant 5 ans, puis au bout d'un moment, les meilleurs, ils commencent aussi à avoir du legacy, les banques elles n'ont pas toujours eu des systèmes lourds, au début elles étaient aussi state of the art. Au bout d'un moment, évidemment, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent avec des nouvelles technologies, ils peuvent en changer. Et même si à terme, ils veulent changer d'agrément, on leur laisse la possibilité, comme c'était le cas avec Lydia, qui a été notre agent pendant 10 ans. On l'a aidé à se créer, à se monter, puis il est devenu gros. Et il est parti, il a lui-même internalisé l'agrément pour pouvoir le faire lui-même. Et nous, ça fait partie du business model de pouvoir aussi permettre à nos agents de réinternaliser notre propre brique. Donc ça veut dire que...
c'est un peu comme ça me fait penser au business model, pardon, tu viens de citer Card, mais des banques dédiées aux ados qui à un moment sont plus ados et disent bah ciao. Donc en fait, on s'est tapé les années compliquées où il rapporte rien et quand il devient grand et qu'il peut rapporter quelque chose, il repart ailleurs. Toi, finalement, t'es condamné, enfin, vous êtes condamné à ce que quand un acteur grossit, ils vous disent ciao, maintenant je fais comme Cyril, t'es gentil, mais j'ai volé de mes propres ailes. Donc, vous êtes qu'une rampe de lancement ? Non, je pense on n'a pas les mêmes clients. Nous, on a une centaine de clients, et on a un peu partout en Europe. On est hyper local, on a ce truc-là qui fait que on a une filiale en Allemagne, on a des IBAN allemands, on a une filiale en Espagne avec des IBAN espagnols. C'est ça qui fait qu'on est assez différent. Et on a clairement, je pense qu'il y a vraiment eu deux. Quand tu parles de banking as a service, il y a vraiment eu deux vagues. La première, c'est devenir le moteur des néobanques. On n'a plus le droit de dire néobanques, je suis désolé. Non, mais j'en ai pas cité. On n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. Et je pense que le deuxième sujet, c'est embedded finance, même si j'aime pas ce terme, parce que ça fait un petit peu comme si tu avais un DAF embarqué dans ton équipe. Non, moi je dis plutôt embedded banking. Ouais, donc nous on a des acteurs, ils n'ont pas du tout l'ambition de devenir une néobanque. Ils veulent juste, dans leurs produits, ajouter un petit peu de valeur ajoutée en intégrant une carte bancaire, en intégrant des virements. Je sais et donc, ils n'ont pas vocation à avoir cet agrément. Ils n'ont absolument pas vocation, même s'ils grossissent. En fait. Exactement, même s'ils grossissent, même s'ils deviennent forts. Et toi, ton analyse là-dessus, avant qu'on aille sur le sujet, pardon, je vais rebondir après sur PSD2 comme on en avait parlé, mais juste on sur a eu un peu le même sujet sur Open Banking quand tu dis, voilà, vous faites tous à peu près la même chose. Et ce mot de commodité qui a été beaucoup débattu à plusieurs tables rondes, je suis assez d'accord avec Nicolas, c'est-à-dire que... Pardon. Près du micro. Je vais rapprocher le micro, comme ça c'est pas moi qui me rapproche. On a eu ce sujet-là aussi, c'est-à-dire que oui, à la fin, tout est une commodité. On a tous un smartphone. Par contre, il y en a qui sont prêts à lâcher plus de 1 000 € pour acheter un iPhone. Pourquoi ? Parce que ils apprécient la qualité du produit, ils apprécient le design, ils apprécient tout ça. Derrière l'open banking, il n'y a pas que des tuyaux qu'on branche pour aller récupérer de la donnée. Il y a des taux de conversion à aller chercher, il y a une WebView où on rentre les identifiants qui doit être la plus belle possible avec l'UX la plus belle possible. Donc, il y a aussi une partie de front, de qualité de produit, de conversion qui permet de différencier les acteurs. Ouais, tu vois, par exemple, sur ce sujet-là, je ne citerai personne. Mais enfin, pendant des années, on avait, sur ton métier, 50 acteurs qui tous sur les slides étaient les meilleurs et que les autres étaient moins bons et que toi tu savais mieux agréger que les autres, sauf qu'en fait on le voyait vraiment que quand on avait fini de tout brancher, donc on a fait 6 mois de projet en s'en kikiner, on s'aperçoit que ah non, en slide il y a une astérix, c'était projet, ça marche pas encore. Donc est-ce que maintenant on est arrivé à une certaine maturité dans ce marché-là, le tien de l'open banking et de tout ce qui va être agrégation et de branchement, ou quand même on joue carte sur table et on sait que, je vais pas citer les noms, mais l'acteur X, il est plutôt bien dans tel marché, mais ça il va pas savoir le faire. Tu vois, est-ce que quelqu'un qui vient te chercher, c'est un modèle plus transparent qu'avant ? Parce qu'avant, ça l'était pas. Je dis d'être près le micro et je m'en vais. Moi. Ouais, non, la promesse qui n'a pas été tenue sur l'open banking, c'est de dire je sais connecter tous les pays de l'Union européenne avec un niveau de qualité équivalent. Ça clairement, ça n'existe pas. Parce que pour la simple et bonne raison qu'il y a des API dans certains pays qui ne fonctionnent pas. Donc brancher quelque chose qui ne fonctionne pas à la base, a priori, en bout de chaîne, ça va pas fonctionner. Je sens que tu as me parler de la PSD2 là tout d'un coup. On pourra revenir dessus. Mais donc du coup, nous, typiquement, on a fait le choix de connecter 11 pays en Europe, ceux chez qui ça fonctionne. On a dû ouvrir des comptes dans ces pays-là pour être certain que ça fonctionne. Et donc, il y a toute une logistique derrière pour dire, je vais pas juste connecter la sandbox de l'API, je vais aller connecter l'API de prod avec les credentials des comptes que j'ai. Du coup, je suis en autonomie pour développer, pour débugger. Et c'est très long, Nous, ça nous a pris 1 an. Pour accompagner nos clients existants qui veulent aller en Europe et qui veulent pas rester en France. Après, en termes d'acquisition locale, la voie de l'acquisition est plus simple, c'est ce qu'a fait un Tink et qui l'a bien fait. La promesse de Tink, ils s'en sont vite rendus compte de dire je connecte tous les pays en Europe et j'ai le même niveau de service, elle n'est pas tenue et c'est pour ça qu'ils vont faire de la croissance externe. C'est pour résoudre ce problème et ce manque technique, culturel, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de barrières locales qui ont fait que la promesse de dire je suis un acteur pan-européen avec le même niveau de qualité partout n'a pas été tenue, ça clairement. Alors ça me permet justement, puisque là on est sur ce qui n'a pas été tenu, qu'est-ce qui n'a pas été tenu dans la PSD2 par rapport à tout ce joli paquet réglementaire ? On n'a pas le temps de faire tout ce qui n'allait pas, hein. On va dire qu'il y a des choses qui allaient bien, sinon vous n'existeriez pas, mais juste les quelques petits points peut-être qui vous ont marqué, qui font que la vie a été un peu plus compliquée que prévu pour des acteurs pour lesquels théoriquement ça avait été monté, quoi. Alors, on avait créé ça pour favoriser de la concurrence, pour favoriser des nouveaux services, favoriser de l'innovation. On va passer 5 minutes là-dessus, à 3.
Donc, tu avais la parole, je te laisse envoyer. C'est pas beaucoup, ça. Bah ouais, mais on a plein de sujets. Allez, 6, ça fait 2 minutes chacun. C'est toi qui as le plus à dire. Ouais, j'essaye de prendre au moins 3 des 6. Non, mais... Je précise quand même que tu es un acteur aujourd'hui indépendant, mais qui pendant très longtemps était dans le giron d'Arkea. Ouais, donc qui est toujours à l'actionnariat de toujours, société, donc tu avais un peu cette casquette aussi d'être enfant de la banque, même si c'était une banque un peu particulière. Et aujourd'hui, enfant de la fintech ou du monde un peu plus, on va dire, VC, etc. Quoi, un peu différent. Exactement, différent. Donc oui, non, nous on a beaucoup... C'est un sujet sur lequel je m'exprime beaucoup, donc j'ai l'impression un peu d'être toujours dans la redite, mais on a beaucoup souffert de la DSP2 globalement, hein, c'est le sentiment général. Nous, on avait des connecteurs scrapping qui marchaient, bon voilà, il y a un gros coup de maintenance derrière qui est assez lourd, et on a vu ça d'abord comme une opportunité immense, et c'est vrai que la promesse à première vue est vraiment belle. Tiens, on va pouvoir connecter les API, ça va marcher, on va avoir la même donnée qu'on avait sur nos connecteurs scrapping ou reverse engineering. Le coût de maintenance va baisser, du coup on va pouvoir investir sur d'autres choses et sur l'innovation. La réalité, c'est que pendant 2 ans, on a dû gérer la transition. Donc du coup, on a dû faire tout pour débugger les API, pour discuter avec les banques, quand elles voulaient bien discuter. Et donc du coup, on a perdu 2 ans. En fait, on a perdu 2 ans en termes d'innovation pour gérer juste la transition de scrapping vers API. Et aujourd'hui, moi, je vous le dis, hein, tous nos connecteurs scrapping tournent encore au cas où l'API lâche. Donc, en fait, on a double... Dans quel pourcentage des cas, c'est eux qui tournent On a beaucoup plus d'API maintenant, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut aller vers là, et lorsque l'API fonctionne, nous, on est ravis d'aller la connecter. Mais ça a été très compliqué, à la fois la transition, à la fois le calendrier qui a chassé d'une manière absolument phénoménale. Hein. C'était septembre 2019. On est en septembre 2023, je peux pas dire que c'est complètement sec aujourd'hui. Donc il y a eu ça, il y a eu le manque de... Surtout avec les nouvelles règles d'authentification, ça... Alors il y a eu l'ACA qui était un mur monumental qu'on a réussi à repousser un peu de 90 à 180 jours. Mais la base, c'était le manque de discussion, des RTS mal faits, des textes mal faits, des Q&A qui n'en finissent plus. Donc nous, pour la petite histoire, on a dû se mettre avec nos petits copains de Bridge et de Linkso on a payé des consultants pour rassembler tout le monde autour de la table, de notre poche, pour dire bon, faut quand même que ça marche. Voilà, quand on est à ce niveau-là, je te laisse imaginer à quel point c'était compliqué. Donc c'est mieux, en tout cas c'est mieux sur l'AIS, sur le PIS c'est encore compliqué, il y a des parcours, la promesse sur le PIS n'est pas tenue, clairement pas. C'est de mieux en mieux, évidemment, j'ai envie de dire heureusement, mais ça a été très douloureux. Et aujourd'hui, arrive la DSP3, on se dit, oula, est-ce qu'il y a un nouveau mur qui arrive en face de nous? Est-ce qu'on va devoir gérer encore une transition de 2 ans? En gros, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les coursives. Ils ont un super lounge où ils prennent un café, voilà, ils font l'émission avant l'émission. Et donc, ils sont plus tranquilles, j'y suis pas. On a créé un texte pour encadrer le premier cas d'usage qui était le PFM. C'est quoi la promesse du PFM? C'est d'avoir une vision à 360 de tous ces assets financiers. Qu'est-ce que fait la DSP2? Elle te donne une visibilité à 90 degrés de tous tes assets financiers parce qu'elle encadre que les comptes de paiement. Je veux dire, ça partait mal. Ça partait très mal. Quand un texte veut encadrer un premier cas d'usage et qu'en fait elle le tue, voilà. Il a dépassé ses 2 minutes, mais quand même, vous en prenez un peu? Il a dépassé ces 2 minutes pour une bonne raison, c'est qu'en fait, la PSD2, dans l'esprit de tout le monde, c'est l'open banking. Et en fait, c'est pas que ça, voilà. Mais quand même, on va pas se le cacher, hein, c'est quand même... beaucoup ça. C'est la grosse part du gâteau. Et donc, nous, on est plutôt des acteurs où on est moins concernés par l'open banking. Mais par contre, tout ce qui va être open finance et, tu en parlais en préambule... quand le rideau était encore baissé, bundling, rebundling des services financiers et tout ce qu'on peut faire, parce que je l'ai dit en préambule moi aussi, je parle de PSD3, mais en fait, PSD3, comme dans ce que j'ai lu, il n'y aura pas grand-chose dedans. En fait, il y a beaucoup de choses dans PSR et dans FIDAS. A priori, de ce que j'ai compris, hein, mais tu connais bien mieux que moi cela, c'est pour ça que tu es là. De ce que j'ai compris, dans PSD, on va vraiment laisser le framework d'agrémentation et de suivi. Et par contre, on va mettre sous forme de régulation. C'est-à-dire, c'est plus une directive qui peut être adaptée par pays, mais c'est vraiment je te le donne et tu le prends comme ça. Beaucoup de choses liées aux services de paiement et tu fais comme ça et c'est après on doit laisser. En fait, c'est ça, dans la PSD3. Dans la PSR, je parle. Ouais, il y a énormément de choses qui concernent pas du tout l'open banking et donc qui concernent pour le coup tous les acteurs, tous les établissements financiers et notamment les établissements de monnaie électronique
et les établissements de paiement qui sont pas mal impactés par le... Par exemple alors, par exemple, un des sujets déjà, il va falloir qu'on repasse tous notre agrément. C'est un premier sujet. Ça va faire du boulot pour les consultants, Exactement. pour les avocats. Moi, je suis super content, je suis consultant. Mais non, par contre, voilà, ça c'est un des sujets. Je pense qu'un des gros sujets qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est plus une directive. Et donc, tout le monde va avoir les mêmes règles. Et ça, c'est, j'espère, ça devrait être une révolution sur le marché européen. On l'a vu pour la taille des concombres, ça devrait marcher pour ça pas, aussi. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que quand on voit les agréments en Lituanie et les agréments en France, clairement, on joue pas dans la même cour, on n'a pas la même... Enfin, c'est la DSP2, mais c'est pas du tout la même réglementation qui s'applique sur nous. J'ai eu le ministre lituanien des Finances sur ma scène, je me rappelle. Voilà. Donc c'est pas pareil. Non, mais voilà, il y a un sujet de distorsion de concurrence, et pas qu'avec la Lituanie, d'ailleurs. Si on regarde même, et c'est pas pour le coup des acteurs qui cherchent à être forcément malveillants ou quoi que ce soit, mais même des acteurs, je sais pas moi, les Pays-Bas ou l'Irlande n'ont pas forcément exactement la même lecture des textes que la France. Et après, il n'y a pas que la lecture, c'est les contrôles. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, les Allemands, ils aimeraient bien voir les Français. Parce qu'eux, ils ont eu Wirecard. Résultat, le régulateur, il vient un peu gaspiller avec des acteurs comme vous. Est-ce que ça vous a touché d'ailleurs ce genre de déflagration où la France n'a pas particulièrement changé sa façon de travailler parce qu'elle était déjà assez carrée sur ces sujets? Je pense que de toute façon, les régulateurs regardent ce qu'on fait avec grande attention, et c'est tant mieux parce que... Parce qu'on le rappelle, un des problèmes principaux qu'on a eu avec Wirecard, qui était quand même le banque as a service, c'est qu'en fait, il y avait toute l'entité banque qui en fait ne contrôlait rien du tout, et que tout le reste, à chaque fois, ils disaient non, vous inquiétez pas, c'est la technique, ça vous concerne pas, c'est pas régulé, c'est notre partie SS2I. Alors qu'en fait, c'est là qu'était tout le bazar, quoi. Donc vous avez l'impression que c'est quand même mieux regardé et... Je pense que le sujet Wirecard, c'est vraiment un sujet très particulier où il y a vraiment une fraude intentionnelle, massive, où c'est pas de la négligence, où c'est pas... Enfin, c'est quand même quelque chose de vraiment très particulier. Il y a de la fraude, mais quand même. Il y a quand même le sujet que tu avais et qu'on retrouve encore joué dans d'autres métiers. C'est-à-dire que, tu le sais, moi, à l'époque, on en parlait, j'avais participé à créer The Bank. À l'époque, dès le début, je me souviens, ils avaient mis vraiment très, très rapidement l'équipe compliant qui nous cassait les pieds avant même qu'on ait fait les 3 premiers slides. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs que ça n'a pas... Enfin, on n'a pas vraiment pu innover dès le début. Donc, on avait des idées qu'on jetait dès le lendemain matin. Ce qu'on a vu à un moment au début des fintechs, c'était quand même la compliance, elle n'était pas là tout de suite. Et surtout, on disait, c'est de la tech. C'est pas un truc régulé. Puis tout d'un coup, la PSD2 est arrivée, il y a eu des trucs régulés, mais on le laissait là. Trop de compliance tue le business, pas assez de compliance tue le business. Faut juste, c'est un des enjeux compliqués de notre métier, c'est de trouver le bon niveau. Alors, je reviens sur ma question. Donc, on va dire PSD2, tu as déjà dit tout ce qui marchait pas, on va pas y passer 1 heure. Sur PSD3 et tout ce qui va avec, j'insiste, PSR et FIDA, si vous pouvez chacun piocher. Alors, on n'est pas obligé de faire un cours sur la réglementation européenne. Moi, je vous dirais juste à tous ceux qui nous regardent, vous ne perdrez pas votre temps d'aller lire ce qui est en train d'être discuté. Je vais juste donner, moi, mon sentiment, comme vous, j'en ai pelé les pioches, mais en animant ce marché, j'ai vu l'explosion du nombre d'acteurs qui a créé cet appel d'air de régulation, qu'il ait été bon ou pas. Mais la PSD2, ça a créé un appel d'air qui a aussi bien de financeurs que d'innovation dans les banques qui se sont dit, tiens, il y a ça, donc ça va nous remuer un peu. Comment on doit le comprendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir? Donc au début, c'est bien pour les consultants, mais après pour les directions innovation et après pour les partenariats et pour les startups qui se sont créées. Croyez-moi, ces 3 textes, ça va en créer, ça va en faire un appel d'air quand on voit tout ce qu'il y a. Donc peut-être chacun, parce que je pense que vous avez déjà, vous, des trucs qui vous concernent, piocher une ou 2 choses qui va évoluer dans votre secteur et qui vous touche avec ces textes en cours d'arrivée, plus ou moins matures, parce que FIDA, c'est un peu moins mature que PSD3, mais peut-être je commence par toi, Sabine, tu vois des opportunités, des choses qui bougent. En tant qu'émetteur de monnaie électronique, on va avoir un changement assez important, c'est qu'on va pouvoir se relier nous-mêmes à SEPA, sans avoir à être derrière une banque en étant sous-participant. Et donc, on va pouvoir se connecter en direct, ce qui va nous simplifier la vie sur beaucoup d'aspects. Donc ça, c'est un point qui est très technique, mais qui finalement va vraiment simplifier la vie des émetteurs de monnaie électronique. Moi, je trouve qu'il y a un sujet intéressant dont on ne parle pas beaucoup, c'est la rémunération des providers de données. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'au moment où tu me parles, Bruno Cambounet de Sopra Banking Software, vous connaissez peut-être parce qu'il dirige un groupe de travail, je crois, j'oublie le nom à chaque fois, il va me taper dessus, justement sur l'open banking, Berlin Group, je crois, enfin un truc comme ça.
Merci, défends-le, parce que moi j'oublie Le Baring Group. Voilà. L'advisory board du Baring Group. Voilà. Et ben donc, il nous écrit pour nous dire, là, je vais dire sa question, ce sera plus sympa, et ça touche à ce que tu dis, ça tu pourras rebondir. La réglementation FIDA introduit la notion de compensation financière raisonnable pour garantir la mise à disposition des données personnelles par les data holders, comme les banques et les assurances. Du coup, c'est une motivation intéressante pour ces acteurs dans leur ensemble, ce qui n'était pas le cas avec la PSD2, où on te dit, bah, tu donnes et c'est business model, on verra plus tard. Cependant, ces compensations doivent être définies dans un scheme, à définir, ou plusieurs d'ailleurs, à définir avec les acteurs concernés. Cette capacité est au cœur du business model des BaaS. Comment vous voyez ça ? Bah justement, c'est un vrai sujet parce qu'on ne sait pas encore à date ce que ça va donner. Alors, on peut imaginer que pour une banque, dans un sens, nous aussi, on doit mettre nos comptes ouverts en open banking, se dire, bon, bah, j'ai une vraie raison de le faire. En plus, je vais être rémunéré. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était un investissement qu'on faisait en pure perte, pas intéressant. Donc, se dire, finalement, on va le faire et on va être rémunéré. Mais quelle va être cette rémunération ? Puisque l'investissement, c'est d'investissement, alors que derrière, la rémunération va être à l'usage. Et donc, comment, parce qu'on imagine bien que ça va être des discussions au niveau de l'EBA, comment va se faire ce business model ? Si la rémunération est trop faible, on voit que ça ne va pas inciter les banques à aller au-delà du nécessaire et à donner des API d'extrêmement bonne qualité, peut-être en allant plus loin d'ailleurs que ce qui est obligatoire. À l'inverse, si la rémunération est très élevée, on peut imaginer que ça tue les business models, des nouveaux business models qui pourraient arriver, parce qu'évidemment, cette donnée, ça va être un coût pour ceux qui vont aller l'agréger. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de visibilité de quel côté va tomber la pièce. Est-ce que ça va permettre d'avoir des meilleures API ou est-ce qu'au contraire, ça va totalement tuer le business ? Ce que me dit Bruno, c'est qu'en plus dans le texte, alors c'est encore un texte en discussion, mais il y a écrit qu'il faut réussir à faire ces schemes en 18 mois, sinon la Commission européenne le fera pour vous. Je ne vois pas comment en 18 mois on fait quoi que ce soit en Europe, on est d'accord ? Impossible. C'est juste le temps de fixer la première réunion avec Roland Berger, non ? C'était pas Roland Berger, mais pourquoi pas. Mais non, c'est strictement impossible. Et pourtant, je suis d'accord, c'est clé. C'est-à-dire que si on veut que ça réussisse, trouver le système de monétisation derrière est clé. Honnêtement, c'est un sujet très très compliqué. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à l'usage d'ailleurs. Peut-être que c'est pas à l'usage. C'est un ticket d'entrée puis on voit. A priori, ça serait à l'usage. Comment on mesure l'usage ? Est-ce qu'on est sûr que le call API il a bien fonctionné derrière ? Bref, on met la main vraiment dans quelque chose de très compliqué. Et nous qui sommes consommateurs, qui pourrions être consommateurs de ces API, honnêtement, aujourd'hui, on a des connecteurs en scrapping qui marchent très bien, qui nous coûtent 0 €. Il faut vraiment que ce soit intéressant, bien fait, que l'API soit de qualité, que ça me coûte pas trop cher et que j'arrive moi aussi à le monétiser derrière pour que j'aille consommer ces API. Je le souhaite vraiment. Ça veut pas dire que j'y crois pas. Je le souhaite vraiment. C'est pas vrai que ça te coûte 0 quand même. Mais t'as des forces non, de travail évidemment, pour maintenir. ça me coûte, mais j'ai pas un coût en plus qui s'additionne là-dessus. Donc, et 18 mois, c'est juste impossible, soyons clairs. Donc voilà. Et le scheme, est-ce que c'est un scheme européen ? Est-ce que c'est des schemes nationaux ? Est-ce que ça ouvre plein de questions. Et en fait, c'est là où j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans les travers de la DSP2, où la promesse est géniale, et après, ils disent un peu, mais démerdez-vous. Ouais, mais en fait, on a besoin que ça soit un peu encadré, sinon on va pas y arriver. Donc, voilà. On est parti pour longtemps. Ce qui me soit imposé, quoi. Un peu, ouais. Non, et puis qu'il y ait une vraie entité qui anime les débats, qui tranche, sinon, chacun va pousser pour prêcher pour sa paroisse, et ça va mal se passer. On l'a vécu sur la DSP2. J'ai un peu peur qu'on retombe dans ces travers-là. Alors qu'on est tous, je pense, à la base de bonne volonté. Ceci dit, si on regarde le côté positif, le jour où ça marche, on est conscient que ça prendra plus que 18 mois. Je veux savoir, les acteurs comme vous, c'est plus banque de service. Là, pour le coup, c'est vraiment l'ensemble du monde financier de service. J'arrive, je peux avoir de l'assurance, je peux avoir de tout, quoi, en fait. Si toutes les données sont disponibles, on fait beaucoup plus de choses. Ouais, alors... Encore une fois, le banking as a service, c'est pas la même chose que l'open banking. Mais la donnée te permet de faire des choses. Tu vois, par exemple, quand tu veux me proposer des services au client final, moi, si je suis juste quelqu'un qui utilise tes services, il y a des choses où ça m'aide de savoir que le gars, il attend en assurance vie, etc., etc. Et tant que je le sais pas, en fait, je lui fournis ma carte bancaire pour aller faire des transacts qui me raccourtent 0,23, ça m'intéresse moyen, quoi. Donc... après, je suis obligé de me pencher. Oui, cette partie-là, voilà. Aujourd'hui, ça te va de bosser avec celui qui le fait en scrapping, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Déjà, on fait déjà plein de clients communs. Nous aussi. Voilà. Et donc, j'ai eu la première réponse. Tu voulais rebondir encore sur cette rémunération, que c'était bon ? Avant que j'aille sur Nicolas pour lui demander s'il y avait, toi, d'autres choses que tu vois dans ces régulations qui pourraient te permettre de nouvelles opportunités dans l'ensemble de ces régulations pour ton métier. Ouais, moi, c'est encore... Mais du coup, ça revient encore sur c'est pas grave, le nivellement de la concurrence, où il y a des choses qui vont être précisées, notamment
Alors, je suis désolé, c'est des sujets techniques, mais on a le droit Mais de on a parler le de droit sujets ici. techniques. C'est ça qui est chouette ici. Ici, il n'y a que des gens qui te regardent, qui ont fait comme toi, ils connaissent le métier. Voilà, alors toute la clarification au niveau des agents pour les marketplaces, pour les solutions de paiement pour les marketplaces, où je pense qu'il y a des acteurs français qui ont les marketplaces avec qui elles travaillent, elles sont agents, et puis il y a des acteurs européens qui travaillent avec d'autres marketplaces et qui ne sont pas agents de ces acteurs. Et encore une fois, ça Ça crée fait 12 ans que ce débat court. Voilà. Je me rappelle, on a eu ce débat. Je me demande si tu n'étais pas dans la salle à l'époque, à l'Axel, dans la grande salle, sur l'interprétation française de ce qu'est être agent par rapport à l'interprétation au UK et par rapport dans certains cas d'usage. Et ben, Elle n'a pas changé 12 ans après. Eh ben, si, Je croyais que ça normalement, avait évolué justement. depuis 12 ans, En tout cas, ce sujet devrait être réglé une bonne fois pour toutes. Non, tu vois, je l'avais pas regardé depuis un certain nombre d'années, donc en fait, on est toujours encore dans ce oui, truc. oui, Toujours, toujours. Et c'est vrai que Toujours. pouvoir enfin préciser ce qui est de la monnaie électronique, ce qui est du service de paiement, dans quel cas on est agent, dans quel cas on est distributeur de monnaie électronique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment des cas où c'est assez choquant. On peut avoir quelqu'un qui fait exactement le même métier, qui dans un cas sera distributeur de monnaie électronique, donc il n'y a pas à faire de dossier d'agent, c'est beaucoup plus léger, et dans l'autre cas, un autre pays, on va être en service de paiement, et là du coup... L'idée, c'est je suis régulé en fonction de ce que je fais et non pas de où je suis et qui je suis. C'est pas parce que je suis c'est une ça. banque En tout ou cas, je les suis deux de supermarché. régulations devraient être alignées, et donc ce sera la même chose qu'on soit en monnaie électronique ou en service de paiement. Ce sera pareil. D'ailleurs, il n'y aura plus qu'un agrément, ça sera... D'ailleurs, question, pardon, je sans doute complètement idiot et à côté de la plaque, mais je la pose quand même. Tu es détenu à 100% par une banque, tu n'es pas détenu par une banque. Non. Est-ce que ça change quelque chose dans tes droits et devoirs vis-à-vis du régulateur ou pas du tout? Aucun rapport, on s'en fout d'où viennent les fonds. Le fait que tu aies une banque derrière à 100% ne change absolument rien dans les dossiers que vous pouvez accepter, dans la façon dont vous les traitez ou dans vos reporting au régulateur. Je pose la question. La réglementation est la même pour tous et on doit l'appliquer. Voilà, le droit ne change pas et donc les obligations de nos agents sont les mêmes. Hors droit, j'allais dire, est-ce que le fait que tu dépends pas, mais en tout cas ton capital vient d'une banque, est-ce que ça te force, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais j'allais dire quand même, laver plus blanc, être le meilleur élève de la classe, ou pas plus, travailler comme tout le monde en fait? Alors ce qui est bien, c'est que la pérennité d'Ocali, par exemple, la question de la pérennité ne se pose pas vis-à-vis de la CPR. Voilà, c'est quand on est filiale du Crédit Agricole, première banque française, qui vient d'annoncer les meilleurs résultats depuis toujours. Il n'y a pas de sujet de se dire est-ce qu'on va réussir notre prochaine levée de fonds et donc est-ce qu'on sera encore vivant dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Donc c'est sûr que ça simplifie un certain nombre de débats. En revanche, pour ce qui est de comment on doit faire un KYC, comment on doit faire de la lutte anti-blanchiment, qu'est-ce qu'on doit faire comme déclaration Tracfin, ça ne change absolument rien dans le métier, qu'on soit filiale d'une banque ou pas. Et après, c'est le choix de la banque d'être plus ou moins intrusive dans ce que fait sa filiale ou pas. Et ça... je veux dire, c'est chaque acteur. En l'occurrence, pour Ocali, on a des systèmes on est dans nos lignes métiers de conformité, de risque, mais rien qui empêche le business à partir du moment où on fait ces reportings qui sont propres et ça n'impacte absolument pas nos agents et les clients finaux. Est-ce qu'il n'y a pas... Pardon, même si vous ne faites pas la même chose, il y a quand même plein de points communs. Et puis, il y a quand même plein d'acteurs d'autres que je ne peux pas inviter sur ce plateau parce que j'ai que 4 micros. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs dans vos différents métiers? Parce que j'aurais la même question pour spécifiquement ce que tu fais, mais on a vu que ça se recoupe aussi puisque tu vas aussi avoir de banques de service. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas temps à un moment de se regrouper? Bon, je te donnais l'exemple au début du XXe siècle avec la voiture. T'es très branché bagnole en fait, écolo. Donc voilà, il y avait plein de dans notre école, il y avait Eric Piolle aussi, c'est pour ça qu'il est écolo. Mais... Donc oui, ils sont regroupés à un moment. Que toutes les fintechs, probablement, et c'est pas que les fintechs, d'ailleurs, je pense que... Et toi, tu as levé entre autres donc 37 millions, ça va t'aider à en racheter certaines ou pas forcément tout de suite? On peut être opportuniste. C'est pas dans le plan, on n'a pas levé pour racheter des entreprises. Maintenant, s'il y a des opportunités intéressantes qui se présentent, qui nous permettent d'aller sur des marchés sur lesquels on n'est pas, ou d'avoir des services qu'on n'a pas forcément. J'allais te poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intérêt pour un acteur, pour vous tous d'ailleurs, elle serait plus d'aller chercher des services et des technos complémentaires ou des pays complémentaires pour revenir au sujet de l'Europe des paiements et l'Europe des services? Les deux, mon capitaine, si on peut. Mais déjà sur l'Europe, si parce que c'est pas évident, parce que on a quand même ce mythe comme quoi on est dans un marché complètement unifié parce qu'il y a... Non, c'est un mythe, ça on le sait. Mais... c'est un mythe, et effectivement. Déjà, rien que d'être présent en Europe avec une expérience très locale. Donc nous, on va se lancer bientôt
aux Pays-Bas. Donc, on va l'annoncer au mois de novembre. Mais bon, on le préannonce, exactement. Bah voilà, aux Pays-Bas, si on va au supermarché avec sa carte Visa ou Mastercard, ça marche pas? Non, dans ces cas-là, il faut dire Visa quand ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Exactement. Il y a ton partenariat avec Mastercard. Je me débrouille mal. Donc voilà, il faut Maestro ou Vipay, je crois. Maestro, ils arrêtent. Mais vraiment. Mais non, ils arrêtent. Mais en fait, encore aujourd'hui, là, maintenant, au mois de septembre 2023, il faut quand même encore avoir une carte Maestro pour fonctionner dans le supermarché. T'as regardé mon introduction de tout à l'heure ou pas? Non, on était en train de papoter. Vous avez pas vu mon intro? Bah non. Mais non, mais je suis allé au Japon, j'ai montré une photo d'un magasin. Ah, avec tous les moyens. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a passé notre temps ici à se moquer des paywalls sur Internet où ça devenait la collection de logos parce que chacun veut se faire accepter. Donc, tous les moyens de paiement de l'Axel, on en a beaucoup. Et toi, avec les monétiques, tu as beaucoup travaillé sur ces sujets. Donc, il y avait un logo en plus à chaque fois. Et on rigolait tout le temps en disant le jour où ça arrive dans le retail. Pour l'instant, on a toujours que CB, Visa, Amex, éventuellement de temps en temps, tu as Diner ou machin. Mais enfin, les affichettes de points de vente restent relativement réduites. J'ai montré des photos que j'ai prises au hasard dans un restaurant et dans un grand magasin, mais il y a 70 logos. C'est impressionnant. Et donc, quand tu parles de local, ouais, c'est vraiment dans chaque pays, quoi. Et donc, et le local, tu vois, c'est pas que les moyens de paiement, hein, c'est aussi, il y a plein de Mais tu vas te détails. déployer là-bas en étant sur place ou Ouais, tout ouais. à distance? Non, on est sur place. Et donc, par exemple, chez nous, quand il y a un client final qui va ouvrir un compte Swan en Allemagne, par exemple, il va l'ouvrir avec des CGU, des conditions générales d'utilisation écrites en allemand qui respectent la loi allemande. On va être observé par la BaFin. On va faire le tax reporting localement. Donc, ça, c'est pas un petit sujet. Et in fine, on va avoir des IBAN locaux. Ouais, en donc, fait, le faire dans 20 pays, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, nous, on a vraiment cette ambition d'être hyper local partout en Europe. Et ça, c'est pour ça qu'on a levé autant d'argent. C'est pour, 37, je trouve ça pas beaucoup pour une ambition pareille. Si je peux me permettre, c'est énorme dans le contexte actuel, ça, c'est sûr. Mais par rapport à l'ambition que tu viens de dire, être présent partout en Europe, il y a 27 pays, 27 régulations. 80% du boulot, il est quand même sur fait... 5 pays, ouais. Non, c'est pas ça. Il est fait quand même le fait d'avoir... Alors, j'ai dit qu'on n'avait pas un marché complètement unifié. Bon, il se trouve que CEPA, ça marche quand même dans pas mal de pays. L'euro, ça marche dans pas mal de pays. Il y a quand même des choses qui fonctionnent et qui sont... Et donc 80% du boulot, c'est commun et on fait 10-20% de customisation par pays pour être hyper local. Donc non, c'est faisable. Et vous deux sur la partie Europe nous, il y a beaucoup de monde sur l'open banking. Tu connais très bien le marché aussi. Toi, tu rachètes un peu en ce moment. Donc nous, on a racheté un peu, à la fois pour avoir une implantation locale en Espagne, là en l'occurrence, mais aussi pour verticaliser. Donc c'est un peu horizontal et vertical à la fois, très clairement. Je pense que pour vraiment passer un cap en termes de croissance, en termes de revenus, la consolidation quand même et l'acquisition externe accélèrent vraiment tout ça. Je dis pas que c'est impossible de le faire depuis son village gaulois, mais ça accélère vraiment. Ça accélère en termes de produits, en termes de force de vente, en termes culturels. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça accélère beaucoup. Et ça donne aussi beaucoup de légitimité à ton projet. C'est-à-dire que quand tu dis, tiens, j'ai fait une acquisition, oui, vraiment, vous allez en Europe, vous allez consolider le marché. Tink l'a fait. Ça lui a bien servi. Ça lui a bien servi, et ils l'ont fait très tôt, ils l'ont plutôt bien fait. C'est la preuve aussi que voilà, la consolidation est nécessaire, alors qu'ils avaient beaucoup de moyens pour le faire depuis la Suède, mais ça a accéléré, ça leur a permis vraiment d'avoir une croissance de revenus qui est celle qu'ils avaient vendue à leurs investisseurs. Voilà. Il nous reste 3 minutes. Parlons d'opportunités, de trucs sympas et positifs. On est en septembre, c'est encore le début de l'année scolaire. Il faut revenir avec la banane pour nos gamins. Alors, là, avec tout ce qui arrive, vous, là, à 10 ans, dans le domaine de vos métiers, donc, qu'est-ce que vous voyez d'intéressant je parlais tout à l'heure de tous ces nouveaux services qui pourraient arriver, que ce soit parce que nouvelle régulation ou tout simplement parce que le marché est un peu plus mature qu'il y a 10 ans. Et puis, entre autres, parce que vous êtes formidable, vous avez plein de services. Vous voyez quoi, vous, comme belles opportunités dans les différents métiers que vous représentez, liés, bien sûr, à tout ce qui va être Open Banking, Open Finance et Banking as a Service. Et plus globalement, je crois que tu nous as dit tout à l'heure, Finance as a Service. Voilà. Embedded Finance. C'est vrai qu'il parle anglais, lui. Comme j'ai commencé par toi tout à l'heure, je commence aussi par toi pour ces mots de conclusion. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je vois qu'aujourd'hui, la grande tendance, elle est au niveau de l'embedded finance et sur le fait que beaucoup d'acteurs vont faire de la banque
sans même s'en rendre compte, en fait. On va créer des Monsieur Jourdain de la banque. On voit aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui ont démarré, il y a eu sur le particulier, sur le professionnel, maintenant on voit sur l'entreprise, tous ces services qui vont permettre de simplifier, de digitaliser les entreprises et qui vont aller naturellement vers des services pour permettre de payer ses factures, d'automatiser le crédit. Au sein, par exemple, de mon ERP, au sein de mon site web X ou Y, ou carrément un Chrome Tab, j'aurai des services qui me permettent d'aller plus vite quand je veux régler cette facture. Qui permettront d'aller plus vite, de proposer du crédit contextuel, parce qu'il y aura beaucoup plus de données. Et parce que, à partir du moment où vous allez, par exemple, avec la facture électronique, là, qui a été repoussée d'1 an, mais qui va quand même arriver, qui va être un changement, à mon avis, fondamental dans tous nos métiers, c'est que toutes les factures, maintenant, vont passer par ce portail d'État, vont être finalement validées et seront déjà digitalisées. Et donc, à partir du moment où les factures sont digitalisées, le paiement digitalisé dans la foulée va devenir à peu près une évidence. Et donc, tous ces sujets-là, à partir du moment en plus où vous avez donc toutes les factures fournisseurs, les factures clients qui sont digitalisées, vous avez une très belle vue sur la santé financière des entreprises. Et donc faire du crédit contextuel, que ce soit de la facturage, du crédit court terme, du crédit moyen terme, va devenir beaucoup plus, alors je ne sais pas si c'est plus facile parce que c'est aussi une difficulté, mais va devenir vraiment embeddé dans des outils qui à l'origine ne sont pas du tout bancaires et que les clients n'auront pas pris pour du bancaire, mais le bancaire va arriver. Ce qui est intéressant parce qu'on a vu, alors on parle toujours que des succès, mais il y a aussi parfois des trucs qui marchent pas bien. On a vu des acteurs créés il y a une dizaine d'années ou douzaine d'années dans la fintech, dans les métiers que tu cites, la facturage par exemple, qui ont fait faillite récemment, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas, justement en allant trop en frontal tout seul, alors que maintenant ça peut peut-être être dans des nouveaux parcours qui permettent une rentabilisation du modèle, ce qui n'a pas été toujours le cas. Pareil, tu n'as peut-être pas 2 minutes, je suis dans la merde. Mais je vais essayer d'aller très vite. Mais on parle souvent du banking as a service comme, quand on a ça en tête, on pense à, ok, ils sont capables de créer des comptes avec des cartes, avec des IBAN. Mais en fait, non, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. En fait, on va être capable de proposer tous les services bancaires basiques dont un boucher, un boulanger pourrait avoir besoin. Donc, ça peut être un compte avec une carte, mais ça peut être aussi un terminal de paiement pour être payé. Tous les moyens pour accepter des paiements. Mais c'est pas le boucher, ton client. Alors, si, in fine, nos clients sont les bouchers. Nous, finalement, on a des clients intermédiaires qui distribuent nos services. Voilà. Mais ton client final, oui. Tu considères que ton client, c'est le boucher ? Alors, on les appelle nos clients finaux. C'est nos clients. Leurs IBAN sont chez nous, leurs comptes sont ouverts dans nos oui, alors que la fintech qui est au milieu, lui, il a envie de dire que c'est ses clients. C'est nos clients ensemble. On est une néobanque. Non, on n'est pas une néobanque. Non, on a juste un canal. Voilà, on a un canal de. Non, on n'est pas une néobanque. On fournit des comptes, on fournit des services bancaires basiques, mais on a un canal de distribution original. On n'a pas des clients directs. On a des distributeurs qui distribuent nos services à Monsieur Tout le Monde et à n'importe quelle entreprise. Très intéressant et là-dessus, on aurait encore beaucoup de choses à dire. Ça fera une deuxième émission. Et on termine avec toi. Alors moi, je vais être un peu moins rêveur et très pragmatique, surtout qu'il y a des SP droits qui arrivent. Non, mais je vais être positif. Et je voulais pas dire que vous étiez rêveur, mais je absolument pas. Moi, ce que j'aimerais, ce que je souhaite, c'est déjà d'avoir des API qui fonctionnent. Pour être très terre à terre, parce que ça va nous dégager beaucoup de temps pour innover avec tous ces acteurs et développer vraiment les usages qu'on promet, qui sont là. Quand j'entends parler de tout ce qui est ERP, tout ça, il y a déjà des usages absolument incroyables qui se développent, mais qu'on est vraiment une vague. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais dans le laïus que tu nous as envoyé hier soir tard. Oui, l'usage, la promesse de l'usage et du vrai développement de l'open banking, du BaaS, etc. Aujourd'hui, elle existe, mais je veux dire, on est à 20%. Voilà. Donc, si on veut vraiment avoir des usages qui décollent, on est obligé de passer par là, c'est-à-dire d'avoir des technos qui fonctionnent et de pouvoir innover, de fluidifier le parcours client, parce que c'est toujours ça qui est au cœur du système. Donc voilà, pour que l'usage décolle, il faudra passer par là. Eh bien, super, merci beaucoup. Il y aura encore plein de choses à dire. Moi, ce que je retiens aussi quand même de tout ce que vous me dites, c'est finalement les pierres repassent autour du plateau. C'est que beaucoup de débats qu'on a là, je vous engage à regarder les vidéos, elles sont en ligne d'il y a 10 ans. C'est les mêmes.
Ce qui est assez intéressant, c'est que par contre, les technos évoluent, les marchés évoluent. Des fois, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Je pense aux nombreuses, pas quelques, 50, 100 fintech que j'ai reçues qui sont mortes depuis en 2010, 11, 12, 13, parce que la régulation n'existait pas, parce que le marché n'existait pas. Vous semblez avoir les épaules de tenir pour les étapes suivantes. Courage, faut tenir. Il y a forcément plein de choses à faire. Je me rappelle aussi des années 90 bien avant, où ce que tu viens d'évoquer, justement le fait que maintenant, c'est un bout du service chez les autres. On se rappelle tous des consultants qui ont vendu aux distributeurs le fait d'être des banques. Soi-disant, elles voyaient Madame Michu 3 fois par semaine, c'était beaucoup mieux qu'un banquier moyen qui ne le voyait pas. Et on voit que c'est devenu, parce que finalement, à force de vouloir faire un autre métier qui n'est pas le sien, alors que là, ça peut être embedded dans un parcours et on n'est pas banquier, on est juste, on a rajouté ce truc-là, ça change tout et c'est quand même à la base, le même slide de consultant, juste pas la même façon de le faire. Et ça peut-être être une révolution, tout comme les assureurs qui ont voulu faire leur banque. Là aussi, ça n'a pas toujours été très facile. Il y a peut-être des choses différentes à faire grâce à vous tous. Donc, merci. À bientôt à l'Axel. Tous. Non, vous êtes tous à jour de votre cotise, c'est bon. Sinon, j'allais la réclamer. À très bientôt, merci. Et donc, tout de suite, la suite avec les chroniques. On ne part pas tant que j'ai pas lancé la suite, mon ami Nicolas. Tout de suite, la suite avec les chroniqueurs qui attendent depuis 25 minutes parce qu'on est très en retard et qui ont comme ça regardé le débat et qui pourront réagir. Et juste avant, une petite boucle de notre dernière émission, le temps qu'on change le plateau et qu'on installe, avec Nicolas Louvet, CEO de CoinHouse, et puis un petit peu d'autopromo, ça fait pas le mal, sur le Paris FinTech Forum. À tout de suite. 3, 2, 1.